Bonjour Mériadec. Bonjour Richard. Vous êtes allé en Serbie et vous avez un point de vue sur ce qui est en train de se passer avec ces émeutes nationalistes, ces manifestations à l'encontre du président Vučić et de la corruption qui règne en Serbie, qui est un peu différent de ceux que nous avons déjà entendus sur cette antenne. Alors, je ne sais pas si c'est différent, mais en tout cas, moi, j'ai un point de vue d'abord prudent sur des événements qui sont complexes. Je rentre effectivement de Serbie, j'ai eu la chance d'interviewer le Premier ministre Miloš Vučević et le ministre des Affaires étrangères, Marko Đurić. J'ai eu la chance aussi d'interviewer un certain nombre de personnalités, mais également de parler avec des analystes, avec des politologues serbes, de cette crise qui a... alors, c'est la Serbie, effectivement, n'est pas forcément le centre du monde. Pardon pour la Serbie, mais il y a... voilà, chacun sait que le centre du monde est à Washington en ce moment, et à Paris, bien sûr. Est importante, mais la Serbie est un pays que la France aime bien, que la Serbie d'ailleurs aime bien la France. Il y a des relations historiques que vos éditeurs connaissent bien entre la France et la Serbie. Et pourquoi s'intéresser particulièrement à la Serbie quand on est un journaliste français spécialiste de questions internationales? Il y a un fait nouveau, c'est qu'Emmanuel Macron, le président français, a signé en août dernier, en août 2024, un partenariat stratégique avec la Serbie, avec la vente de 12 Rafales de Dassault à l'armée serbe. C'est un beau contrat, une véritable nouveauté dans ce pays qui traditionnellement s'armait plutôt auprès des Russes que des Français. Et vous savez qu'il y a le fameux contentieux de la guerre du Kosovo, 1999, qui avait un peu entaché les relations. La page a été vraiment tournée parce que deux hommes se comprennent et se côtoient assez facilement, se parlent régulièrement d'ailleurs. Je veux parler du président Macron et du président Vučić, Alexandre Vučić, qui est au pouvoir d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire soit comme Premier ministre, soit comme président depuis 2012. Voilà les raisons pour lesquelles je pense qu'il fallait s'intéresser à la Serbie. Il se passe depuis quelques mois une crise politique et sociale complexe à comprendre et au contour flou et qui pose problème au gouvernement actuel. Tout a démarré. La crise a éclaté au grand jour en novembre dernier à la suite de l'effondrement du haut-vent de la gare de Novi Sad. C'était la deuxième ville de Serbie qui se trouve au nord de Belgrade, qui venait juste d'être rénovée. Le haut-vent s'effondre sur les voyageurs. Il y a 15 morts. C'est un drame qui fait vibrer tout le pays et en particulier les étudiants serbes qui se mettent à ce moment-là en grève. Alors pourquoi cette émotion va-t-elle susciter autant d'effervescence? Ce drame vient après deux autres drames inédits en Serbie en 2023 dans deux écoles, l'une à Belgrade, l'autre dans la banlieue. Il y a ce qu'on appelle une tuerie à l'américaine, c'est-à-dire en l'occurrence des jeunes qui ouvrent le feu avec leurs armes dans des écoles et qui tuent plusieurs personnes, dont des enfants. C'est vraiment quelque chose d'inédit en Serbie. Et ce drame arrive à ce moment-là. Il y avait déjà de l'électricité dans l'air de la société et tout d'un coup les choses explosent. Et puis, la grève des étudiants, en fait, va s'étendre peu à peu à l'ensemble désorganiser la société. Ce sont les crèches, ce sont les écoles, notamment à Belgrade, parfois même les transports en commun qui se désorganisent. Le point d'orgue, alors il y a eu aussi plusieurs événements. En février, par exemple, les étudiants organisaient des marches contre la corruption. Contre la corruption, c'est le mot d'ordre des étudiants. Ils ont marché de Belgrade à Niš, dans le sud. Il y a eu plusieurs marches et les étudiants ont été applaudis par les gens qui sortaient dehors dans la campagne. C'est-à-dire qu'il y a eu une conjonction, des retrouvailles entre cette jeune génération et les anciens. Alors au début, le gouvernement a beaucoup mis en cause des agitateurs, des éléments extérieurs, voire même des ingérences étrangères. C'est la thèse d'ailleurs dont m'a parlé le Premier ministre Vučević quand je l'ai interviewé dans son bureau il y a une semaine environ. Pour lui, en fait, si la grève, la crise a pris une telle ampleur, c'est qu'en fait,
un certain nombre d'agitateurs avaient préparé le terrain, avaient canalisé en fait ce mouvement et l'avaient, l'avaient présenté de telle sorte, m'expliquait-il, que tous les mécontents de la société puissent y trouver leur petit. De l'extrême gauche à l'extrême droite, les classes privilégiées comme les classes populaires, les intellectuels comme les ouvriers. Et d'ailleurs, dans les manifestations, me disait-il, on y trouve des gens qui accusent le président de la République, Vučić, d'être un traître à la patrie, de ne pas défendre le Kosovo, de préparer le lâchage du Kosovo. Et de l'autre, on trouve dans ces manifestants des gens qui accusent au contraire le même président d'être au contraire un patriote, un nationaliste, un conservateur, voire même un fasciste, tout y va. Donc vous voyez, on a en fait ce double, ces sons de cloche qui partent dans tous les sens, et je crois que c'est une réalité. Maintenant, au tout début d'ailleurs, on a vu et on me l'a raconté, et je crois que c'est factuel, l'opposition serbe. Donc aujourd'hui, la majorité est conservatrice, c'est le parti du président Vučić, le SNS, le parti progressiste serbe, qui est majoritaire à l'Assemblée. Il a d'ailleurs réuni pour la première fois en 2023 une majorité absolue, puisque le président Vučić a dit en 2023, puisqu'il y a une contestation dans le pays, à la suite des drames que je rappelais tout à l'heure, nous allons organiser des élections, exceptionnellement des élections législatives. Il a eu la majorité absolue. Ah oui, et lui, ça a marché en fait. Voilà, et il a formé une coalition qui est très largement majoritaire au Parlement. Et donc, au début du mouvement qui a éclaté en novembre dernier, l'opposition de gauche et d'extrême, progressiste, libéral progressiste et d'extrême gauche, il y a plusieurs tendances, mais ce sont les deux principales, a voulu récupérer les leaders étudiants, a voulu mettre en avant ces mots d'ordre. Et en fait, les étudiants les ont rejetés. C'est assez intéressant d'ailleurs de rentrer un peu dans cette complexité. Quand on essaye de comprendre comment ça fonctionne dans les facultés aujourd'hui, on a l'impression de se retrouver en 68 pour ceux qui ont connu ça. C'est pas mon cas, ni peut-être le vôtre, je ne sais pas. Non, voilà. En 68 j'avais 3 ans. Donc voilà, mais il y a en fait aujourd'hui des formes de forums dans lesquels tout le monde donne son avis, etc. Enfin, il y a une décentralisation de la manière dont les mots d'ordre sont choisis, des décisions de grève, etc. Ce qui fait que il n'y a pas de leader, il n'y a pas de mot d'ordre commun à l'ensemble des manifestants. Et donc, l'opposition, et notamment les députés de gauche de Bruxelles qui se félicitaient que l'on puisse chahuter le méchant nationaliste Vučić, tous ces gens-là sont rejetés par les manifestants. Et je pense au regard de ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu et des experts avec qui j'ai parlé, que aujourd'hui, on l'a vu d'ailleurs samedi dernier, samedi 15 mars, il y a eu une très grosse manifestation à Belgrade. C'est un peu le point d'orgue de ces 3 mois de contestation. La police dit qu'il y a eu 107 000 personnes dans les rues. Je pense qu'elles étaient beaucoup plus au vu des images. Vous savez, nous en France, depuis la manif pour tous, on a l'habitude de compter, de voir un peu les manifestations. Il y a eu très très grosses manifestations. On a l'habitude de les voir et le gouvernement a l'habitude de ne pas les compter. Voilà. Et donc il y avait des centaines de milliers de personnes dans les rues venant de toute la Serbie. Payées ou pas payées, tout ça, c'est pas vraiment important. Pardonnez-moi, Marie-Lague, je voudrais quand même qu'on revienne un tout petit peu en arrière. On a vu sur Radio Courtoisie qu'il y avait Amnesty International, il y avait d'autres ONG qui étaient toutes plus ou moins financées par Soros, directement ou indirectement, la fondation George Soros. Autrement dit, il y a bien un mouvement de contestation populaire serbe, parti effectivement, comme vous l'avez rappelé, de cette contestation étudiante, de cette exaspération vis-à-vis d'un pouvoir réputé corrompu. Alors la corruption ne date pas de Vučić, mais en tout cas, alors qu'il avait été élu pour y mettre fin, entre autres, c'était l'un de ses mots d'ordre, on a l'impression, en tout cas ceux qui le contestent, qu'il n'y est pas arrivé. Il y a quand même un encadrement des manifestations qui est réclamé d'ailleurs par ces ONG, qui expliquent à quel point elles sont partie prenante
importantes, à quel point elles aident, à quel point elles sont sur le terrain. Je pense que c'est... ma conviction, c'est que ces ONG-là font beaucoup de foin. Elles ont à leur service un certain nombre de télévisions ou de médias qui n'ont pas forcément d'ailleurs d'auditeurs pour être rentables. Et ma conviction aujourd'hui, c'est que ces ONG-là font beaucoup plus de foin que leur pouvoir réel. C'est là où je voulais en venir. Le samedi 15 mars, on a vu en fait dans les rues de Belgrade, non pas des drapeaux de l'OTAN, non pas des drapeaux de l'Union européenne, on a vu quelques mains rouges. Oui, cette fameuse main rouge, le sang sur les mains de la corruption, qui est un des symboles mis en avant par ces ONG droits de l'hommistes, tiers-mondistes et surtout inféodés à des puissances supra-étatiques. On a vu surtout, et c'est là où je voulais en venir, beaucoup de drapeaux serbes, énormément de drapeaux serbes. On voit aussi dans les manifestations des drapeaux rouges avec la face du Christ au centre du drapeau. On voit aussi des étudiants, des jeunes qui brandissent l'effigie de l'évêque Nikolai Velimorovitch. C'est une figure, une grande figure de l'Église orthodoxe qui est symbole de la résistance à la fois au nazisme et au communisme avant la Deuxième Guerre mondiale et pendant la Deuxième Guerre mondiale. On voit surtout aujourd'hui des étudiants qui portent le bonnet militaire, symbole du patriotisme, de l'attachement au nationalisme serbe. Et aujourd'hui, vous savez, 80% de la population serbe se définit comme patriote et orthodoxe. Et je pense en fait, et c'est là où j'ai une divergence un peu avec la lecture qu'en font les autorités conservatrices au pouvoir, qui mettent effectivement en avant, et je suis certain qu'elles existent, les ingérences étrangères, mais ces mêmes autorités m'ont dit en même temps qu'aujourd'hui, ces ONG dont ils ont calculé qu'elles avaient bénéficié ces 10 dernières années environ 3 milliards de dollars de subventions, ce qui est quand même, excusez du peu, imaginez si Radio Courtoisie avait eu de USAID 3 milliards de dollars, vous seriez un rédacteur en chef ou directeur de la publication. Mais on travaillerait ensemble, Marie-Alec. Voilà, quasiment multimillionnaire. Trêve de plaisanterie. Ces autorités-là reconnaissent aujourd'hui aussi que ces financements sont taris puisque Donald Trump y a mis fin. Bon, donc je pense en fait, et c'est ma divergence avec l'explication que met en avant le gouvernement, parce que le gouvernement finalement, je pense que ces manifestants sont, comment dirais-je, essentiellement un mouvement de fond d'une société qui a émergé grâce à la nouvelle génération serbe, dont les politologues serbes, conservateurs, pas de gauche, notent qu'il est caractérisé par le retour d'un conservatisme orthodoxe. C'est très intéressant, c'est-à-dire ce sont des jeunes générations qui revendiquent une pratique régulière des sacrements de la religion orthodoxe, le retour à des liturgies traditionnelles, et ça c'est nouveau. Et alors ce qui est aussi nouveau, c'est que si j'ai bien compris, mais tout ça restera encore à écrire dans le futur, c'est que c'est ce mouvement qui affecte la jeune génération en fait est compris, trouve un écho chez les gens qui sont aujourd'hui des quarantenaires, des cinquantenaires, des soixantenaires, qui leur témoignent une forme de sympathie. Et je pense, alors évidemment, encore une fois, il y a de tout dans ces manifestations, il y a des ingérences étrangères, il y a des gauchistes, il y a des agents provocateurs, mais je crois que le fond du problème, il est là, c'est qu'il y a une génération qui souhaite, comment dirais-je, sortir du vieux système, sortir de la corruption institutionnelle, retrouver en fait de vraies valeurs conservatrices. Et c'est là où le gouvernement est confronté à une crise problématique, c'est que le gouvernement est lui-même un gouvernement de conservateurs. Donc ceux qui voudront pourront lire mon papier qui sort mercredi en kiosque, que j'ai intitulé « Conservateurs contre conservateurs ». Comme si Vučić était dépassé par sa base, en fait. Exactement. J'ai senti ça à Belgrade, il y a une forme de surenchère, et puis Vučić, je le disais, est au pouvoir depuis 2012, il ne faut pas exclure
qu'il y ait la fatigue du pouvoir. C'est un homme qui aujourd'hui gouverne pour le meilleur et pour le pire, avec un système dont il a quasiment toutes les commandes. Mais qui lui ont été données démocratiquement. Qui lui ont été données démocratiquement. Mais vous savez qu'un certain nombre de gens remettent en cause, comment dirais-je, la probité des élections. Alors je ne dis pas que Vučić a triché, c'est pas ce que j'ai dit. Je dis qu'aujourd'hui, cette nouvelle génération revendique, demande un renouveau des pratiques institutionnelles, un retour aux fondamentaux, aux véritables fondamentaux, comme une forme de renaissance des institutions, de ceux qui représentent la Serbie aujourd'hui. Vous voyez, j'ai senti cette forme de choc. Et je le précise, votre remarque, je l'intègre, elle existe, c'est vrai. On voit bien, il y avait des agents de l'étranger qui étaient prêts en mesure de samedi, de provoquer un incendie. J'étais à Belgrade le jour même, le matin même, où au Parlement, l'opposition a lâché des grenades fumigènes et des grenades explosives qui font du bruit, si vous voulez, pardon, pas explosives, dans le gouvernement. J'ai vu la fumée noire dans l'hémicycle et j'ai vu ces 3 femmes députées qui ont été blessées, dont une qui était enceinte de 8 mois. Donc on sent que l'opposition veut pousser le gouvernement à la faute. Et le gouvernement, de ce point de vue-là, je trouve, est prudent. Ce qui m'a frappé, rappelez-vous, le Paris des Gilets jaunes, il était encagé par un mur de policiers, de grillage. C'était Fort Knox à Paris. Eh bien, le 4 mars à Belgrade, je peux en témoigner, les policiers n'étaient pas présents au Parlement, alors que le Parlement à l'intérieur était transformé en pugilat. J'y étais. Je me suis baladé dans les rues de Belgrade. Il y avait des manifestations étudiantes bon enfant, bien encadrées. J'ai pas vu plus que ça de démonstrations policières, et je pense que de ce point de vue-là, Vučić est un dirigeant subtil, malin, et je pense que Vučić a compris que l'opposition qui n'avait pas pu récupérer politiquement la manifestation voulait maintenant le pousser à la faute, par exemple en provoquant une réponse policière un peu compliquée. Et de ce point de vue-là, je trouve que le président Vučić joue finement. C'est un homme qui est toujours sur la crête. Et j'en terminerai par là avant que l'on passe au sujet suivant. Aujourd'hui, la Serbie est à la fois amie avec la Russie. La Serbie n'a refusé d'appliquer les sanctions occidentales contre la Russie depuis 3 ans, ce qui lui a valu d'être voué aux gémonies par un certain nombre de nos dirigeants. Et de l'autre côté, la Serbie est aujourd'hui connectée avec l'Amérique de Donald Trump. J'ai donné un dernier exemple. Dans le centre de Belgrade, en 1999, les troupes de l'OTAN ont bombardé une des tours de l'état-major des armées. Les Serbes ont conservé ce bâtiment, cette tour noire calcinée depuis 10 ans. Et aujourd'hui, la Trump Organization, c'est-à-dire la société immobilière de Donald Trump, va signer ou vient de signer un contrat pour acquérir cette parcelle et la raser et reconstruire une tour ultramoderne. Dernier exemple, en mai dernier, le président chinois en personne, Xi Jinping, était à Belgrade pour signer un accord de libre-échange entre la Serbie et la Chine. Et au passage, il est venu signer ce contrat le jour du 25e anniversaire du bombardement de Belgrade. Pour bien signifier, m'a dit le ministre des Affaires étrangères, Marko Đurić, que la Chine s'opposerait à ce qu'il arrive un nouvel événement de cet ordre-là en Serbie. Il me disait, la Chine est notre garant de la défense du Kosovo serbe au Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc vous voyez que ce pays-là, qui est un petit pays, 6,5 millions d'habitants, eh bien, il est à la fois connecté avec la Russie, connecté avec la Chine, connecté avec les États-Unis, et il revendique aujourd'hui de vouloir rentrer dans l'Union européenne. Merci beaucoup, Mériadec Raffray. Je rappelle que nous sommes en train d'écouter Le Monde Autrement avec vous, que vous êtes rédacteur en chef Monde des pages de Valeurs Actuelles, et qu'à 9h07, dans l'addition, nous recevrons Éric Burgot, officier supérieur français ayant servi au Tchad et accusé d'assassinat. Merci beaucoup, et nous pouvons passer à la seconde partie de ce Monde Autrement, où nous allons passer de la Serbie à la Jordanie.
Sans transition. Sans transition. Voilà. C'est aussi un petit pays intéressant à suivre. J'y suis allé il y a une quinzaine de jours et j'ai sillonné la Jordanie. Alors, pourquoi la Jordanie ? Écoutez, la Jordanie d'abord est un pays biblique. C'est sur les bords du Jourdain, sur la rive orientale du Jours-Dain, que le prophète Jean-Baptiste a baptisé le Christ à Béthanie sur le Jourdain, c'est-à-dire en face de la Cisjordanie actuelle. C'est aujourd'hui un pays clé pour la stabilité de la région et qui a remis sur le devant de l'actualité ce pays, à nouveau votre ami Richard Donald Trump. Mon grand ami Trump, avec un petit roi en face de lui qui paraît être comme le petit pousset en face de l'ogre et qui résiste d'ailleurs avec intelligence, ruse et diplomatie. Eh bien écoutez Richard, ici, vous comme moi je crois, nous confessons volontiers une affection pour les rois. Celui-ci, je trouve, mérite d'être mis à l'honneur. Il est donc mis sous pression début février par Donald Trump qui lui dit « Nous allons transformer Gaza en Riviera du Moyen-Orient » après avoir pris ces 2,2 millions d'habitants et les avoir renvoyés, qui en Égypte, qui en Jordanie. Jordanie, tout petit pays, je le disais, 11 millions d'habitants, coincé au nord par la Syrie, à l'ouest par Israël, au sud et à l'est par l'Arabie Saoudite, sans pétrole, sans gaz naturel, en déficit hydrique très important. Il manque de l'eau en Jordanie, il pleut de moins en moins, et avec une population... Et les eaux du Jourdain sont de plus en plus captées. Voilà, et une mer morte qui perd 1 mètre d'eau environ chaque année, ce qui est considérable, et avec une caractéristique démographique, c'est que la moitié de la population jordanienne est d'origine palestinienne, un peu plus, on parle de 50 à 60%, les chiffres ne sont pas très clairs. Et depuis le 7 octobre 2023, cette petite Jordanie, la rue jordanienne, vibre au rythme de la guerre de Gaza. À telle enseigne d'ailleurs qu'en septembre 2024, c'est-à-dire il y a quelques mois, les législatives ont porté, ont accouché d'une véritable victoire du parti de la vitrine officielle des frères musulmans, qui sont interdits de citer en Jordanie, qui ont triplé leur score de députés à la Chambre des députés locales. Alors vous allez me dire, Richard, vous qui connaissez bien ces sujets-là, que nous sommes dans un système de monarchie exécutive et que en fait le Parlement a que très peu de pouvoir, si ce n'est sur l'organisation de la société. Donc politiquement, ça ne change pas grand-chose dans la marche du pays. En revanche, cela témoigne vraiment de l'équilibrisme politique au sein de la Jordanie. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que finalement, le roi de Jordanie, Abdallah II, il a 63 ans, il est monté sur le trône en 1999. La première décision qu'il a prise, c'est d'interdire officiellement son pays au Hamas. C'est pour vous dire que le roi de Jordanie est absolument intraitable avec le terrorisme et en particulier le terrorisme islamiste. Sa police et sa gendarmerie sont très efficaces et c'est vraiment pas l'homme des compromis de ce point de vue-là. Et en fait, pour 2 raisons différentes, le roi de Jordanie et donc le relais des frères musulmans en Jordanie a la même vision sur Gaza. Les frères musulmans, ou en tout cas ses sympathisants, souhaitent pour des raisons idéologiques et religieuses, bien sûr, que les Palestiniens restent sur la terre de Palestine. Et le roi de Jordanie, lui, pour des raisons d'équilibre interne, ne veut absolument pas ouvrir ses frontières à d'autres immigrés palestiniens. Et d'ailleurs, quand il est allé à Washington le 12 février, il a été reçu par Donald Trump et il a joué la carte de la diplomatie parce que le roi de Jordanie est un roi d'un petit pays qui n'a pas la force de l'Égypte, du président Al-Sisi, qui lui a donné une fin de non-recevoir au président américain. Il est allé à Washington, il a discuté avec Donald Trump et en fait il est rentré le lendemain. Son convoi depuis l'aéroport jusqu'au palais présidentiel était acclamé par des milliers de gens dans la rue, alors descendus plus ou moins naturellement dans la rue peut-être, mais
tout le monde était d'accord pour dire que pour féliciter son roi, j'étais à la fois dans les rues de Amman et j'étais reçu par les officiels et tout le monde disait notre roi n'a rien lâché sur le fond. En revanche, c'est là où il est subtil, il a donné un biscuit comme on dirait pour la fin de Donald Trump. Il lui a dit bien écoutez, nous sommes prêts à récupérer dans nos hôpitaux 2000 enfants atteints de cancer à Gaza avec un de leurs parents pour les soigner. La Jordanie, en fait, le soft power de la Jordanie, petit pays, passe par notamment par des structures hospitalières. La Jordanie arme et entretient 2 hôpitaux dans la bande de Gaza depuis le début du conflit. Et d'ailleurs, c'est avec la France, des avions militaires français, que la Jordanie a parachuté des médicaments et des équipements sanitaires à ces hôpitaux au début de l'année 2024, au plus fort des combats, lorsque Israël encageait complètement la bande de Gaza. Il lui a dit, voyez, je vais faire un geste, je vais prendre 2000 enfants. Mais sur le fond, il n'a rien cédé. En fait, Donald Trump est là aussi beaucoup dans l'incantation. Il faut bien comprendre que Donald Trump est un disruptif. Il casse les codes, il casse les molécules, les atomes, en voyant de quel côté ça part et en voyant comment ils vont se recomposer pour essayer de remporter un avantage. Il fait partout la même chose avec la Russie et avec les Gaza également. Et en fait, Donald Trump sait très bien une chose, c'est que il n'a absolument pas intérêt à une déstabilisation de la Jordanie. La Jordanie aujourd'hui est, comment dirais-je, le partenaire de la défense avancée d'Israël. L'armée jordanienne, où il n'y a d'ailleurs que des officiers, des soldats d'origine bédouine, pure jordanienne et non pas de Palestiniens, a par exemple participé à la neutralisation des missiles tirés par l'Iran en avril dernier, aux côtés d'ailleurs des Rafales français qui sont stationnés dans le nord de la Jordanie. Il y a une coopération sécuritaire très importante avec Israël. Et je le disais aussi, la Jordanie est absolument intraitable avec le terrorisme. Par ailleurs, ce petit pays qui manque de ressources, je le disais, est dépendant des bailleurs de fonds internationaux. C'est un des pays les plus aidés au monde. Et le fait, par exemple, on en parlait tout à l'heure, que l'administration américaine ait gelé les budgets du USAID, vous savez, son agence publique d'influence à l'étranger, a mis au chômage dans la foulée des dizaines, des centaines de gens, en particulier ceux qui travaillaient à l'ambassade américaine à Amman. Donc ce petit pays est fragilisé. Et enfin, dernière fragilité, c'est que évidemment ce conflit a laissé croire aux Européens, aux Français et aux Américains en particulier, les touristes haut de gamme, qu'il était touché par l'insécurité et il y a un effondrement du tourisme en Jordanie. Je reviens de Jordanie, je voudrais dire à vos auditeurs que la Jordanie, qui prépare les célébrations du 2000e anniversaire du baptême du Christ en 2030, est un pays absolument stable et sécurisé. La police jordanienne est très efficace. C'est maintenant qu'il faut aller sur les traces de Saint-Jean-Baptiste et du Christ en Jordanie. C'est une terre incroyable à visiter, il n'y a personne et j'encourage tout le monde à y aller. Eh ben, merci beaucoup, Mériadec Rafred, pour cet éloge de la Jordanie. Du roi de Jordanie, c'était ma question suivante. Voilà, il nous reste une seule minute. À votre avis, Abdallah II est capable de jouer ce rôle diplomatique pendant encore plusieurs années Tout à fait. D'ailleurs, le roi Abdallah II, en fait, quand il était à Washington avec Donald Trump, a dit « Je ne peux pas prendre cette décision tout seul, je dois m'en remettre à l'ensemble des puissances arabes ». La Ligue arabe a été réunie exceptionnellement au Caire début mars pour officialiser son plan pour Gaza. Le plan de Gaza vient d'être avalisé par ce qu'on appelle le monde arabo-islamique. Il est maintenant entre les mains des puissances européennes qui l'étudient et qui, je pense, vont l'avaliser. C'est une vraie réponse. C'est un plan alternatif à l'exode des 2,2 millions de Palestiniens. Mais vous savez, cette idée d'exiler les Palestiniens, les Américains l'ont déjà eu en 1970 ou 1975 au Liban, quand les
chrétiens libanais sont entrés en guerre. Washington avait dit, nous allons faire venir un paquebot au large de Beyrouth, on va évacuer tout le monde et on les emmènera à Washington. Ce sont des vieilles lunes américaines auxquelles ces sages ce sage souverain hachémite, qui est inscrit dans le long terme, répond de manière diplomatique. Il avait d'ailleurs emmené avec lui son fils, le prince Hussein, qui a 25 ans aujourd'hui. Et les Jordaniens m'ont dit, c'est un signe que le roi envoie un message sur le long terme. Merci beaucoup, Mériadec Raffray.